Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. Nous sommes le dimanche 3 mars. J'espère que vous avez bien dormi ce samedi soir après la belle victoire olympienne du côté du stade Gaston-Montpied. 5 buts à 1. Ça fait longtemps que l'OM n'avait pas remporté 3 matchs d'affilée puisque ça fait plus de 60 ans, depuis 1962, avec un coach qui arrive là, avec son âge certain, mais qui arrive. Voilà, il tente des choses, il met une défense à 3, une défense à 4 et ça réussit. Donc la confiance, comme vous l'avez vu dans le titre, est revenue. La confiance est à bloc. Villarreal est prévenu. D'ailleurs, tiens, une petite anecdote. On a commencé par 3 buts avec Gasset contre le Shakhtar. On a continué contre Montpellier, 4 buts. Hier, 5 buts. Et pourquoi pas viser 6 buts face à Villarreal? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, nous sommes donc le 3 mars. C'est quoi? C'est la fête des grands-mères. Donc, bonne fête à toutes les grands-mères. Si vous avez une grand-mère, appelez-la tout de suite. Je vous le rappelle, c'est très important. Autre chose, nous sommes le 3 mars. Je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui sont nés le 3 mars un super joyeux anniversaire. N'hésitez pas à le dire pour ceux qui sont donc nés le 3 mars. Mettez-le dans le commentaire qu'on vous souhaite tous le joyeux anniversaire. Allez, on va partir sur l'Olympique de Marseille avec l'introduction comme d'habitude. On y va? C'est let's go! Allez, on va sur quoi? On va sur l'éphéméride. Et avant d'aller sur l'éphéméride, un joyeux anniversaire à qui? À Dragan Stojkovic, qui a aujourd'hui donc 59 ans. Quel joueur, voilà, moi je l'ai connu, j'étais jeune, mais je me rappelle de quelques souvenirs qu'il avait quand même une certaine classe, malgré qu'il a eu pas mal de pépins physiques du côté de l'OM et tout le long de sa carrière. Je crois que c'était le genou, il me semble bien de souvenir. Donc un joueur de classe, un numéro 10, un milieu offensif comme on les aime, qui a eu, d'ailleurs pour l'anecdote, qui a joué, qui aurait dû jouer contre l'Olympique de Marseille, j'allais dire. Non, avec l'Olympique de Marseille lors de la finale de Bari en 91 contre l'Étoile Rouge de Bérald, son ancien club, où là-bas il était une star. Et malheureusement, il était remplaçant, il est rentré en cours de match. Je crois que c'était dans les arrêts de jeu, si je ne me trompe pas, voire dans les prolongations plutôt. C'était vers la 100e, 112e, un truc comme ça. Voilà, donc Dragan Stojkovic, pour ceux qui ont gardé des bons souvenirs, n'hésitez pas à me le dire, pour ceux qui l'ont connu, dans les commentaires. Allez, d'autres, bon anniversaire à toi Dragan. D'autres joueurs qui sont nés, pourquoi pas ce 3 mars, c'est Arthur Moses, un attaquant, si je me souviens bien, qui n'a pas réussi à l'OM, voilà. Lucien Rabarin, René Sergent, Dragan Stojkovic et Luis Miro. Bon anniversaire à toutes ces personnes-là qui sont passées par l'Olympique de Marseille, qu'ils soient joueurs ou entraîneurs comme Luis Miro. Allez, on va se lancer sur la rencontre. Bien sûr, l'Olympique de Marseille qui a gagné donc 5 buts à 1 comme je l'ai dit dans l'intro, avec ce plaisir, cette ferveur, cette communion entre les joueurs dans les vestiaires après la rencontre. Ça fait plaisir à voir, des images de bonheur, enfin, voilà, avec tant de mois passés après Marcelino, Gattuso et un petit laps de temps à Bardonado. C'était compliqué avec toutes les contre-performances, que ce soit des matchs nuls ou voire des défaites. Il y a eu quelques victoires, mais c'était pas non plus la panacée. Donc là, ça fait plaisir. Allez, autre plaisir, on va regarder donc la une de l'équipe justement. Il y a de la joie. Voilà, il y a de la joie. Je suis en joie, vous êtes en joie. N'hésitez pas à me dire votre note sur 10 de votre journée, comment elle s'est passée hier et la soirée surtout. Autre chose, le titre cette fois de la Provence, le plein de confiance. C'est un petit peu, ça ressemble à mon titre. Donc moi j'ai mis confiance à bloc, parce que là la confiance est remontée à bloc et ça fait plaisir. Donc j'arrête pas de dire plaisir, confiance, bonheur, mais voilà, on est là, on en est là les amis. Ça fait longtemps qu'on n'était pas enjoué de voir notre Olympique de Marseille, qu'on n'était pas pressé de voir jouer. Oui, depuis le début de saison, on était un petit peu moribond. On n'attendait pas forcément de les voir jouer parce qu'à chaque fois on était déçus. Et là maintenant, plus le temps il avance avec Gasset depuis ces 3 matchs, et plus on est pressé de voir la prochaine rencontre. Moi je suis déjà pressé d'être à jeudi. Est-ce que vous êtes pressé vous dans les commentaires? N'hésitez pas à me le dire si vous êtes pressé déjà. Allez, on y va, on enchaîne avec quoi les amis? On va enchaîner vite sur Twitter et après on ira voir un petit peu le focus sur Jonathan Klaus. Petit détail, mais à la demande de Jean-Louis Gasset, toutes avec un S, les veilles de match, les joueurs dorment à la commanderie, donc au centre Robert Louis Dreyfus, ainsi qu'au retour de déplacement pour créer de la cohésion entre eux. C'est très important, un petit peu comme dans une colonie, voilà, une colonie de vacances. On les met tous ensemble à dormir, pratiquement tous ensemble, et ça a créé une amitié, une cohésion, comme il dit GP13, et c'est très important de le souligner. Voilà, je ne l'avais pas vu, et ben c'est très important de le dire parce que ça concerne tout le groupe, au moins. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On enchaîne avec
Un remplaçant, voilà, ça concerne aussi tout le groupe, comme je vous l'ai dit. Le but de Faris Moumbagna, je vous le mets assez vite. Et voyez comme il met un joli but, Faris Moumbagna. D'abord, c'est un ballon de Kondogbia en profondeur, un peu manqué, récupération de la poitrine de Sarr qui va mettre une passe décisive pour Moumbagna. Et bam, la frappe soudaine à 20-25 mètres du but, puissante, bien placée. On voit qu'il a de la qualité, il a une frappe, une puissance de frappe qui est pas mal du tout. Et il a de l'efficacité. N'oublions pas, il vient d'arriver. Et d'ailleurs, tiens, on va faire un point précis sur tous les joueurs offensifs du moment avec Pierre-Emerick Aubameyang, notre lanceur, notre meilleur buteur, qui a déjà son 19e but cette saison en 35 matchs. C'est quand même énorme. Plus 8 passes décisives. Ça fait quand même pas mal. Hein. 27 stats en 35 matchs, c'est quand même pas mal. Donc il marque, regardez, depuis que Gasset est arrivé, 4 buts et une passe décisive. Pas mal quand même, pas mal. Donc Gasset qui remonte un petit peu au Aubameyang, même s'il était déjà dans la salle lancée. Derrière, Iliman Ndiaye qui marque un deuxième but depuis que Gasset est arrivé. Donc il faut le noter aussi. Voilà. Autre chose, on peut parler aussi d'Ismaïla Sarr qui marque un but lors des 3 derniers matchs avec Gasset, plus 3 passes décisives lors des 2 derniers matchs. C'est à noter aussi. Et maintenant, Moumbagna, si on regarde bien, depuis que Gasset est arrivé, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Certes, il a eu que juste 60 minutes contre le Shakhtar à domicile où il n'a pas été super. Mais au-delà de ça, il a marqué hier, lors de son entrée en un quart d'heure, un but et une passe décisive. Donc en moins d'un match au complet avec Gasset, il a marqué un but et une passe décisive. Donc c'est pour vous dire que finalement, les têtes vont bien dans tout le groupe et surtout offensivement, on retrouve de l'efficacité. C'est très important de le souligner parce que là, jusqu'à la fin de saison, il va falloir marquer pas mal de buts. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On enchaîne avec quoi? J'enchaîne vite fait, hein, comme ça va aller vite pour aller voir le focus sur Klose. Donc 12 buts lors des 3 matchs de Loulou Gasset. Gattuso en avait inscrit 8, donc l'équipe en avait inscrit 8 sous Gattuso lors des 8 derniers matchs en 2024. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de différence. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une autre stat, c'était sur les 11 derniers matchs, Gattuso avait fait marquer l'OM. Bien sûr, l'OM avait marqué sous Gattuso 11 buts à peine, alors que lui, en 3 matchs, sous Gasset, c'est 12 buts. Ça fait 4 buts par match. Allez, on enchaîne avec cela fait plus de 60 ans, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je vous l'avais dit en introduction, c'était depuis 1962, qu'un entraîneur n'avait pas gagné ses 3 premiers matchs à l'OM. C'est chose faite pour Jean-Louis Gasset. Bravo à lui. On enchaîne avec quoi? Avec la communion des joueurs. Ça fait plaisir, un peu plus de plaisir dans tous les domaines. C'est-à-dire même les supporters maintenant qui se sont déplacés à plus de 500 du côté de Clermont-Ferrand. Voilà, qu'ils ont fait une petite communion entre les joueurs de l'OM et leurs supporters après le succès 5-1. Ça fait plaisir à voir. Allez, on continue avec autre chose. Je vais vous montrer tous les buteurs de la rencontre. Donc 5-1 comme vous voyez. Et si on regarde bien, même du côté de Clermont, c'est un ancien Marseillais formé à l'OM qui marque contre l'OM. Donc nous avons eu le premier but d'Iliman Ndiaye en première mi-temps, qui avait marqué sur la première très grosse occasion de l'OM finalement. On a été efficace d'entrée. Derrière, on a monopolisé le ballon sur la fin de première mi-temps. On a dominé, même si on n'a pas eu vraiment les occasions franches pour mettre le deuxième. Les occasions franches sont arrivées en début de deuxième mi-temps pour l'OM. Malgré tout, c'est Clermont qui marque à la 53e minute sur une erreur de défense. On va dire que Candermalin est fautif. Il y a aussi Balerdi qui concerne le corner si je ne me trompe pas au début de l'action. Il y a beaucoup de petites bourdes dans ce but égalisateur de Boutova. Derrière, on a quand même réagi. Voilà, derrière, on ne sait pas franchement, on n'a pas eu trop peur. Voilà, il y a eu un petit peu un laps de temps où Clermont, légèrement, ils étaient montés au-dessus, même si franchement, ils n'avaient pas d'occasion. Et là, on se pouvait se dire, ah, il y a les têtes qui sont touchées et tout. Mais finalement, 6 minutes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang qui répond présent. D'abord, il avait une occasion juste avant où il a une frappe en reprise de volée. Le gardien fait un arrêt des 2 points. Derrière, il a une deuxième occasion et celle-là, il va la mettre avec un centre parfait de Unai. Voilà, Unai, je l'avais un peu descendu dans mon débrief que je vous mets juste ici. Là, il y a un i qui va apparaître. Mais je vais changer d'avis sur Unai qui a fait finalement un match plutôt honorable, même si on attend plus. C'est pour ça que moi, j'ai une petite retenue sur Unai, j'attends beaucoup plus que de lui. On le voit avec le Maroc qu'il est énorme, alors pourquoi pas le voir avec l'OM qui serait énorme? On attend un peu plus quand même d'Unai. Donc je continue, donc Pierre-Emerick Aubameyang qui marque d'abord, il a une tête à faire, l'arrêt du gardien Dio qui lui repousse dans ses pieds et lui il va pas ouvrir son pied, il va mettre une petite pichenette extérieure du pied qui va lober le gardien parfaitement pour le 2-1. Derrière, il y a Jonathan Klose qui avait un petit peu été fustigé envers les médias avec Benassia qui avait déroulé un petit peu le tapis pour qu'il parte et tout le bordel. Longoria aussi, voilà, il devait partir pourquoi pas cet hiver.
Et il a répondu présent. Voilà, il a fait un gros match dans l'ensemble. Il a fait beaucoup de centres. Il a porté offensivement. Défensivement, il s'est pas fait franchement déborder plusieurs fois. Je m'en souviens pas, il me semble pas. Et Klose nous marque un superbe but. Un petit peu, ça ressemble au but face à l'Ajax. Il rentre dans la surface, frappe en force. Cette fois, elle va dans la lucarne. Donc de Jonathan Klose, parfait à la 67e minute pour le break. 3-1. Ensuite, il y a les rentrants, et même les rentrants, les remplaçants sont concernés. On a Luis Enrique qui rentre, je ne sais plus à combien de minutes de jeu, mais il marque pratiquement direct à la 80e minute avec un contre. Certes, il y avait un 3 contre 1, il a été servi par Mumbagna qui le met sur le côté gauche et il va ouvrir son pied droit, il l'ouvre parfaitement, donc 4-1. Et Mumbagna, le but que vous avez vu juste avant, voilà, donc 5-1. Pour les remplaçants, vous les voyez en bas. Donc il y a Faris Mumbagna qui est rentré à la fin. Jean Onana qui est rentré vers l'heure de jeu si je ne me trompe pas. Kondogbia, pareil. Correa et Enrique qui sont rentrés, comme vous avez vu, vers la 75-80e minute. Correa qui a été, même il est rentré à 85e, Correa. C'est le dernier à être rentré. On va rien dire sur Correa parce qu'il a eu quoi, 1 ou 2 ballons. Voilà, ça a été neutre. Voilà. Pour les autres aussi, finalement, Onana, il a apporté un peu plus de sécurité dans le milieu de terrain. Et Kondogbia, il a pris le relais de Pape Gueye qui a été pas mal. Franchement, Pape Gueye, titulaire comme vous voyez ici, qui a été franchement pas mal du tout. En mode pieuvre, en mode plaque tournante du milieu, à rassurer les montées, que ce soit Darit à gauche ou Unai sur le côté droit qui combinait beaucoup avec Sarr et Klose qui sont beaucoup montés. Donc franchement, ce 4-3-3 là qu'on a vu hier, il était plutôt intéressant. Et parfois même on voyait un 4-4-2 en losange qui se transformait avec un Ndiaye qui recalait dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Gueye qui redescendait un petit peu et Aubameyang et Sarr qui étaient devant. Donc franchement, l'idée de Gasset de fonctionner comme ça, de changer par rapport aux absences, parce qu'il n'y avait pas Verretou, il n'y avait pas Gigot, ça fonctionne très très bien. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et d'ailleurs, quand on regarde bien maintenant le classement, l'OM remonte à la 6e place. Et la 6e place, c'est l'Europa Conference League. Là, on est déjà dans les places européennes. Cela dit, on n'est pas très loin de Nice. Nice ne vont pas bien. Regardez leurs résultats lors des 5 dernières rencontres. Ils ont gagné la dernière fois il y a 5 matchs. Et sur les 4 derniers, c'est 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc on n'est pas loin de revenir sur Nice. Lille, ils ont gagné hier, certes, mais on peut les remonter aussi parce qu'on va jouer contre Lille aussi. On aura d'autres matchs qui vont être compliqués contre Rennes, contre Paris. Mais il faut se dire que vu la lancée qu'on a là, et si on continue dans le même domaine de marquer des buts dès qu'on a des occasions, on peut se dire qu'on peut vivre une superbe fin de saison. On a mangé notre pain noir tout le long de la saison. Pourquoi pas vivre une superbe fin de saison? Allez, on continue avec les matchs à venir justement. Donc le 5-1, le 4-1, le 3-1 avant. Et cette fois contre Villarreal, pourquoi pas 6-1. Voilà, on y croit. Non, je rigole pour Villarreal, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Derrière contre Nantes, ça sera 7-1. Contre Villarreal, le retour 8-1, 9-1 contre... Non, ça fait trop. Donc voilà le programme. Donc Marseille-Villarreal en Coupe d'Europe. Marseille-Nantes, dimanche, il faudra absolument gagner pour encore comptabiliser des points et récupérer un petit peu des places, pourquoi pas encore. Villarreal, le retour. Rennes, avant la trêve, ça va être compliqué ce match-là, le dimanche 17. C'est à ce moment-là où on se fera un point. C'est-à-dire que le match de Villarreal, on va dire que ça serait bien de se qualifier, mais si on se fait éliminer, c'est pas là qu'il faut se juger, c'est pour le championnat qu'on va jouer peut-être la fin, parce que finalement quand on regarde l'Europa League, il reste des grosses écuries, et on peut se dire que ça va être, franchement, on a une chance sur, allez, 10% de chance de gagner cette Europa League. Donnez-moi votre pourcentage de gagner l'Europa League, les amis, et on va se concentrer donc sur la Ligue 1, et c'est à partir de Rennes qu'on va un petit peu se juger, parce que Nantes, normalement, c'est plus abordable, et là, Rennes, ça va être compliqué. C'est une équipe en forme, du côté du Roison Park, on a vu la dernière fois qu'on avait fait match nul, on les a accrochés, même si on était en difficulté pendant la rencontre. Cela dit, pendant la rencontre, on avait beaucoup d'absents. N'oublions pas qu'on avait beaucoup d'absents. Cette fois, tous les joueurs sont de retour ou presque. Il manque encore Verretou et Rongier qui ne sont pas là. Verretou va peut-être revenir d'ici là, quoique ça me semble un petit peu court, 2 semaines. Mais voilà, moi je pense que c'est à ce moment-là qu'on fera un point. Donc à Rennes-Marseille, si tout se goupille bien, qu'on ne perd pas d'ici là et qu'on se qualifie en Europa League, je nous vois bien, pourquoi pas, faire un petit résultat là-bas aussi. Et pourquoi pas reprendre contre Paris le 31 mars en pleine trombe. Et pourquoi pas les taper. Voilà, j'y crois. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec les notes. Voilà, je vais vous montrer les notes. Je ne vais pas donner mon avis dessus. Je les ai données en live hier. Voilà, faites-vous votre propre avis. Donnez-moi vos notes à vous. Voilà, donc moi je vous en ai parlé hier. Je ne vais pas en parler. Donc là, c'est l'équipe qui nous donne ces notes-là. Regardez-les bien. Mettez pause si vous avez envie de regarder. Je change, je mets la Provence. La Provence, il y a un petit texte dessus pour détailler un petit peu les notes. N'hésitez pas à réagir dessus. Et tiens, donnez-moi la note que vous aurez notée pour Gasset. Voilà, Gasset, moi, comme la Provence, j'aurais mis un 8. 8, peut-être 8,5. Parce que pour l'instant, il fait tout parfaitement.
il concerne tout le groupe. Voilà, donc il fait tout comme il faut, pardon, et il fait 5 changements, ça c'est très important de le dire. Hein. La rotation, très important, vu qu'on a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Il l'a dit d'ailleurs lui, en 2 semaines, on a 5 matchs. Donc il faut vraiment faire de la rotation. Là, il a concerné tous les joueurs. On avait un Pape Gueye qui jouait pas beaucoup, on avait un Unai qui jouait moins. Et quand même, il les concerne tous, et finalement, ils sont bons sur le terrain. Même les rentrants sont bons. Donc là, moi, je lui mettrais 8,5 agacé pour moi. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? Avec Unai. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je reviens à froid maintenant sur lui. Et je vais un petit peu changer. Je pense que j'étais un petit peu sur le bashing hier soir. Voilà, parce que c'est un joueur que j'attends beaucoup. J'attends beaucoup plus de ce qu'il fait déjà précisément. Donc là, je reprends un peu GP13 qui nous a mis des stats qui sont un petit peu... Je pense qu'il veut le monter vers l'avant parce qu'il est peut-être marocain la personne, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas 3 dribbles réussis, c'est 2 dribbles sur 3. C'est pas 7 duels au sol remportés, c'est 4 duels sur 7. Cela dit, c'est des bonnes stats. Hein. C'est des bonnes stats qu'il a là, Aziz Unai. 68 ballons joués pour 10 ballons perdus, je les ai rajoutés. 3 passes clés, ça c'est sûr. 2 occasions créées. 91% de précision de passe. Et ça, c'est le point le plus important de Aziz Unai. C'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre trop de risques, je trouve, dans ses transmissions de balles. Et c'est ça que je regrette un peu de sa part. Il a pris un petit peu de risque sur la fin de rencontre ou quand il délivre cette passe, sur sa fin de prestation plutôt. Quand il se délivre cette passe pour Aubameyang, parce que finalement, c'est lui qui fait la passe décisive pratiquement, parce que le deuxième but, on ne va pas lui compter comme une passe décisive, vu qu'il y a une tête avant d'Aubameyang, et après il va marquer. Mais c'est lui, c'est Aziz Unai qui va marquer, qui va faire cette passe sur Aubameyang, le superbe centre. Donc, s'il apporte autant que ça sur un centre, pourquoi pas en faire plusieurs, et j'aimerais le voir plus souvent faire cela. Donc, Aziz Unai, si tu veux te reprendre, arrête de ralentir le jeu, de poser le pied sur le ballon, de regarder à droite, à gauche, de prendre ton temps. Non, joue vite, en une touche. Si tu n'as pas le temps, tu laisses passer le ballon, fais comme tu le sens, mais je veux que tu ailles plus vite. Voilà, Aziz Unai, je vais l'encenser maintenant sur les prochains matchs. Allez, maintenant on part sur les petites anecdotes. Denis Bouanga a été contacté par l'OM cet hiver et rêve toujours de signer à Marseille selon Téléfoot. Bon, je ne sais pas si c'est vieux, mais j'ai vu ça tourner, donc je vous le relaye assez vite. Autre chose, le gardien. Aboubakar Dosso, qui s'entraîne avec les Fétiques Pro, donc celui de la Gambardella, ancien gardien du PSG, pourrait signer son premier contrat pro avec l'OM. Âgé de 18 ans, le gardien de but impressionne cette saison et intéresse plusieurs clubs. Notons que son contrat arrive à échéance cet été prochain. Et oui, il a signé que pour une année. Donc il va falloir le prolonger comme Simon Nga Pato Etenbu, comme Pape Gueye, parce que Pape Gueye, on va en parler juste après dans sa réaction qu'il a eue d'après-match. Restez là, vous allez voir que on peut se dire que attention, ça peut changer. Je vous l'ai dit dernièrement dans les dernières vidéos. Tiens d'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez le i qui va apparaître, si je peux le faire apparaître, qui concerne la vidéo de Pape Gueye. Je vous donne mon avis là-dessus. Pourquoi pas Pape Gueye prolongerait à l'OM? Je peux encore y penser, on peut encore y penser. Allez, maintenant je vous montre vite fait le but de Sergi Sounder. Donc c'est les anciens de l'OM, mais ça me fait plaisir de vous le montrer. Regardez, il va avoir un centre, il va faire une reprise de volée au second poteau. Vous voyez? Et bim! Allez, je vous le montre qu'une fois parce que c'est Bein. Hop! Et maintenant, regardez, Payet qui va jouer aujourd'hui, donc à 22 h ou 23 h, je crois que ça passe à l'heure française, sur Bein ou autre chose, je sais plus quoi comme chaîne. En tout cas, Vasco da Gama, le dernier match du championnat Carioca, une victoire suffit et direction les playoffs pour Dimitri Payet et son club brésilien. Allez, maintenant on va sur quoi? On va sur le point précis qui nous intéresse, c'est celui de Jonathan Klaus. Alors, Jonathan Klaus, un volcan se réveille. Un homme dans le match, taclé par Mehdi Benassia, pour son manque d'implication il y a 2 semaines, l'international français a répondu en étant acteur sur l'ouverture du score, puis buteur. Allez, je vous lis ça. J'agrandis et je vous lis ça. Envoyé spécial à Clermont, Gaël Bidot. Dans l'énigme à 11 noms que Jean-Louis Gasset avait décidé de poser aux suiveurs de l'OM, l'une des réponses les plus faciles à trouver était Jonathan Klaus. Suspendu dimanche dernier contre Montpellier, l'international français ne faisait pas partie des hommes à préserver en vue du 8e de finale contre Villarreal et son absence, la semaine dernière, avait poussé son entraîneur à opter pour un système asymétrique. Et oui, on s'en souvient, il avait mis Ismaël Assar côté droit, et comme c'était vachement offensif, il avait mis Mbemba derrière en lui faisant comprendre que finalement, il devait couvrir derrière lui, et finalement, Mbemba s'est transformé en latéral, voilà, et Sarr en attaquant devant. Voilà, c'est pour ça qu'il parle d'asymétrie. Sinon, Klaus, il était suspendu à ce match-là. Mais l'Alsacien n'a pas retrouvé un poste de piston droit comme il y a 10 jours contre le Shakhtar, puisque Gasset a surpris un peu en reconduisant une défense à 4. Et oui, comme je vous l'ai montré au début, c'était une défense à 4. 4-3-3, 4-4-2 qui se transformait de temps en temps.
En latéral droit, avec Sarr devant lui et Unai jamais trop loin, mais jamais trop au soutien. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'en attends un peu plus de Unai. Klose a dû rassurer beaucoup de monde, à commencer par son sélectionneur Didier Deschamps, à 3 semaines de la prochaine trêve internationale. La dernière, avant l'Euro 2024, l'état-major olympien en second lieu, 2 semaines après la sortie fracassante du conseiller sportif Mehdi Benassia sur son manque d'implication supposé. Voilà, donc là il précise que finalement il a répondu présent et il a répondu sur le terrain. C'est ce qu'on attend, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'avais dit plusieurs fois. J'avais dit bon maintenant, j'espère que Klose va répondre sur le terrain et c'est la meilleure manière de répondre présent, c'est-à-dire de répondre sur le terrain. Voilà. On arrête avec les dramas, on n'est pas chez les Marseillais, chez les Anges de la Réalité, chez Secret Story ou je sais pas quoi. On est à l'OM, on est dans un club professionnel et il faut montrer sur le terrain maintenant, il faut avoir des résultats. Voilà, ça suffit. Comme il a dit Gassé, ça suffit, on a plani tout. Le passé, c'est le passé. Maintenant, moi, je veux voir sur le futur et je veux toutes les armes dans mes mains. Voilà, c'est ce qu'il avait dit Gassé. Il a récupéré Pape Gueye. Maintenant, il met Klose en confiance et c'est très important de concerner tout le monde. Allez, je continue. Acteur de l'ouverture du score, puis buteur. Défensivement, Klose a facilement pris le meilleur sur Alan Virginus. D'ailleurs, je vous l'avais dit pendant le live hier, je vous ai dit Virginus, on l'a pas vu finalement. On l'a pas vu, Klose, franchement, il a mangé. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Klose autant bon défensivement. Alors peut-être parce que Virginus était mauvais, peut-être que Klose a été meilleur que lui, je sais pas. Mais en tout cas, d'habitude, Klose, on le disait souvent, il avait toujours des largesses défensives. Quant à Merlin, c'est pareil de l'autre côté. On les considère tous les deux comme des pistons. Et c'est encore vrai, hein, c'est pas parce qu'il fait un bon match contre Clermont qu'on va dire que maintenant Klose doit jouer à 4 derrière. C'est juste parce que Clermont était tout éclaté aussi hier, hein, faut le dire. Hein. Ça aussi, il faut le souligner, on a gagné 5-1, mais Clermont, c'est éclaté. Clermont, ils vont tout droit en Ligue 2. Hein. Ils sont derniers d'ailleurs au championnat, ça m'étonne pas qu'ils soient derniers. Voilà, allez, je continue. Le jeune ailier droit clermontois, 21 ans, prêté par Lille lors du mercato d'hiver, s'est heurté à lui sur la première occasion de son équipe, 16e minute. Il a aussi sorti un corner dangereux de la tête, 39e, alors que l'OM était dans un temps faible juste avant le repos. Offensivement, bien aidé par Sarr, il est vrai que Klose a fait la différence. Parfaitement trouvé par Pape Gueye, il a délivré le centre qui a abouti au but d'Iliman Ndiaye. D'ailleurs, ouais, sur le but de Iliman Ndiaye, la superbe passe de Pape Gueye, il est devant la défense, à 40 mètres du but, un petit peu sur le côté droit. Et il voit l'appel de Klose dans le dos de deux défenseurs. Il la met pile poil dans l'intervalle entre deux défenseurs pour la mettre dans la bonne direction, dans la bonne course de Jonathan Klose qui la prend. Centre au premier poteau pour Aubameyang. Aubameyang se fait contrer par Dio et derrière Iliman Ndiaye qui la met au fond. Il a ensuite trouvé la tête de Sarr sur un corner bien claqué par Dio avant d'obtenir, juste avant la pause, un coup franc dangereux pour son équipe et un carton jaune pour Neto Borges. Alors le corner, c'est celui où Sarr met la tête sous la barre. On croyait que c'était Mbemba pendant le live hier, mais c'était Sarr qui met la tête. Il y avait la belle arrêt du gardien Dio. Donc pour les coups de pied arrêtés, il prend aussi confiance et il tire bien les corners comme il dit là. Les centres aussi, il a l'air d'être un peu plus précis dans ce dernier match. En seconde, ça me gratte. En seconde mi-temps, il a été l'un des rares à ne pas subir le contre-coup. Bien servi par Sarr, c'est vrai, le contre-coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le contre-coup qui est arrivé après le but qu'on a encaissé, c'est-à-dire à la 52, 53, 54e, un truc comme ça, 52e. 52e, on avait un temps faible quand même pendant 5-6 minutes. Et derrière, on marque, heureusement, sur la seule occasion qu'on a avec Aubameyang, qui va mettre sa tête et après qui va mettre l'extérieur du pied. Voilà, merci Aubameyang quand même. Très très efficace, hein, il faut le dire, on a un attaquant, voilà, n'est-ce pas les amis? Voilà, il n'est pas cramé. Donc je continue. Bien servi par Sarr, il a définitivement libéré l'OM à la 67e pour le 3-1, donc encore 8 minutes après, en inscrivant le 3e but olympien de la soirée. Son 2e en championnat cette saison, celui de trop pour les Auvergnats qui allaient ensuite laisser aux remplaçants marseillais le soin de tirer le bouquet final. Et cette orgie de but aurait pu être importante, plus importante, si Ndiaye avait réussi à reprendre le centre tendu de l'Alsacien. Ah oui, c'est le centre de Klose, qui fait une sorte de centre en retrait, petite pichenette, petite louche, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a une déviation d'un défenseur et ça arrive, il y a Ndiaye qui met la tête plongeante, il la touche à peine du bout du crâne et ça va dans les bras du gardien. C'est dommage, hein, cette occasion, ça aurait fait un doublé pour Ndiaye, ça aurait été bon pour Klose pour la confiance, ça aurait été bon encore plus pour la confiance. 6-1, je l'aurais pris. Avec 90 minutes pleines et un but, Jonathan Klose s'est réveillé. Mais s'était-il réellement endormi au pays des volcans? Et oui, Clermont-Ferrand, c'est un pays des volcans. Il pouvait aller recevoir l'ovation de la tribune Volcan, tiens d'ailleurs, devant le parcage marseillais à l'issue de la rencontre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la communion. Il s'agira pour lui de continuer à faire taire les critiques dès jeudi soir contre Villarreal face à une équipe autrement mieux organisée que cette formation clermontoise vite dépassée. Comme je vous l'ai dit,
Elle était toute éclatée, cette équipe. Allez, maintenant, on va faire un petit tour sur quoi? Sur la conférence de presse d'après-match. Je vous l'ai lu pour ceux qui étaient sur Twitch, mais je vous la lis maintenant pour vous donner les réponses de notre coach et les réponses aussi de Pat Gay qui concernent, pourquoi pas, sa prolongation, pourquoi pas. Allez, je vous lis ça. Donc, Jean-Louis Gasset, satisfait de la domination de son équipe en Auvergne, l'entraîneur olympien a aussi pointé les petits détails qui auraient pu gripper cette bête mécanique olympienne samedi soir. Il espère continuer à voir son groupe progresser au fil des rencontres dès jeudi prochain en Ligue Europa contre Villarreal. Ils ont bien un R, la Provence, il y a 2 R à Villarreal. Vous marquez 5 buts, ça fait 12 en 3 matchs. Comment expliquez-vous cet élan offensif depuis votre arrivée, lui demande le journaliste. Et Jean-Louis Gasset lui répond. J'ai pas à boire, j'aurais dû boire. Jean-Louis Gasset lui répond. Par le talent des attaquants, le bon esprit qui règne dans ce groupe, les gens qui sont sur le banc savent que de spectateurs, ils vont devenir acteurs. Il faut qu'ils montrent encore plus le niveau de l'équipe. Avant ce soir, on avait 5 matchs jusqu'au 17 mars. On est le 2. On est le 3 plutôt aujourd'hui puisqu'on est dimanche. Il reste 15 jours, ça fait un match tous les 3 jours. Il y a besoin de tout le monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut concerner tout le groupe, c'est très important. Vous avez modifié votre défense du fait du forfait de Samuel Gigot. On voit que ça a bien fonctionné avec des joueurs qui ont une capacité d'adaptation. Pour ceux qui ne le savent pas, Gigot est blessé à l'acromioclaviculaire, donc à l'épaule. Ça va durer, je pense, jusqu'à la trêve, peut-être même jusqu'à Paris, peut-être qu'il ne sera pas là encore. Je continue. Ils ont joué dans tous les systèmes. On parle toujours d'animation, de système. Ils ont joué à 4, ils ont joué à 5. Ce sont des professionnels. Des très bons joueurs. Ils sont capables de jouer dans tous les systèmes. Les blessures, les suspensions, les non-qualifications en Coupe d'Europe font qu'on changera peut-être souvent de schéma parce qu'il y a des joueurs qu'on a du mal à remplacer. Comme le match contre Montpellier. On a eu du mal à remplacer Klos, donc on a mis un petit système asymétrique. C'est normal, il essaye. Voilà, le côté tactique, franchement, pour l'instant, Gasset réussit tout ce qu'il entreprend. Félicitations, GG mon Jean-Louis. GG mon Jean-Louis. Mettez des GG pour Jean-Louis. Allez, je continue. Qu'est-ce que vous retenez en priorité ce soir? En première mi-temps, on a fait des fautes techniques au milieu incroyables. En seconde mi-temps, on arrive à se faire égaliser sur un but un peu gag, comme je vous l'ai dit. Voilà, le ballon qui traînait dans la surface, un mauvais dégagement de Merlin. Déjà, le corner concédé, il était bête. Donc, il y a tout qui a été bête dans cette action-là. Le corner concédé et le dégagement foiré de Merlin, le placement défensif de certains et le but de Boutauba avec... Il ne faut pas aussi négliger aussi la non-sortie de Paul Lopez. Il aurait pu être un peu moins scotché sur sa ligne. Je ne sais pas si vous avez bien regardé le but, mais il me semble bien collé à sa ligne. Il aurait pu sortir un petit peu. Le Boutauba, il n'est pas très loin de lui, il est à 4-5 mètres. Allez, ce sont ces petits détails qui font que la confiance peut s'envoler. Il faut faire très attention, nous dit Jean-Louis. Le football est fragile, ça va dans un sens comme dans un autre. Chaque fois, contre le Shakhtar, on est mené 1-0. Contre Montpellier, on est mené pareil. Là, on est à 1-1 à la 50e, alors qu'on a eu 2 occasions avant pour creuser l'écart. Tous ces petits détails, il faut qu'ils arrivent à sentir que c'est décisif. On a eu une réaction, c'est positif. Voilà. Ils ne sont pas enfermés, je veux dire, ils n'ont pas été moribonds après l'égalisation. Voilà, le mental n'a pas été trop touché puisqu'on a été bon derrière. On a eu une réaction, comme il dit Jean-Louis. Allez, je continue. Après avoir été traversé une période compliquée, traversé par une période compliquée plutôt, il a oublié. Jonathan Klos a montré beaucoup d'implication. Avec un très bon match, qu'est-ce que vous avez à dire sur son match et son niveau actuel? Je l'ai dit vendredi, nous dit Jean-Louis, en conférence. Il est dans les 2 ou 3 meilleurs arrières latéraux français. Qu'on joue à 4, qu'on joue à 5. Si on joue à 5, il sait attaquer. Si on joue à 4, il sait défendre. Il a un physique hors norme, je le trouve très fort. Ça, c'est son avis, parce que moi, défensivement, comme vous, je pense que vous avez toujours des craintes défensivement. Là, il a fait un bon match, mais c'est contre Clermont. Ça, il faut le souligner. Clermont, les amis, attention. On va voir, parce que si c'est autre chose en face, peut-être que c'est pas la même chose. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Cela dit, il a fait un très bon match. Donc, Klos, super. Continue comme ça. Vous êtes le premier entraîneur à remporter les 3 premiers matchs avec l'OM depuis 1962. Vous êtes dans une opération commando. Est-ce que vous commencez à vous détendre? Que nini, je commence à me détendre. Mais t'es malade ou quoi? Ce n'est pas l'endroit où on vous laisse du répit. Et j'en suis conscient. Si la confiance monte chez les joueurs, on va continuer à essayer de gravir les échelons. Tous les échéances qui arrivent, il y a la Coupe d'Europe, jeudi, un match de championnat dimanche à domicile. Il faut gagner les matchs, tous les matchs. Contre Villarreal, contre Nantes, contre Villarreal, contre Rennes, contre Paris. Tous les matchs, il faut gagner. Tous les matchs. Allez, comme ça et jusqu'au bout. On gagne l'Europa League et on gagne le championnat. Non, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on peut encore gagner le championnat? Non, je crois qu'on est un peu trop loin. Allez, je continue la dernière réponse. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'à Marseille,
le contexte est complètement différent d'autres clubs, en Ligue 1 et même en Europe. Il faut pas se relâcher. Il faut pas se relâcher. Là, les joueurs, ils étaient dans le dur, dans le très dur. Ils étaient dans une crise totale, morale, mentale, tout ce que vous voulez, tactique, technique et machin. Là, ils commencent à gravir les échelons tout doucement. Ce n'est pas encore tout parfait. On est tombé contre des équipes peut-être faibles en ce moment. Shakhtar qui avait 2 mois de trou avant de faire le match contre l'OM. Montpellier qui sont en difficulté. Clermont qui est en difficulté. Donc, faut pas négliger tout cela. Le niveau en face était faible. Maintenant, on va voir, pour les prochains matchs, ça va monter crescendo. Parce qu'on a Villarreal, ça peut être pas mal. Bon, Nantes, on va redescendre un petit peu. Mais Rennes, ça va être peut-être même plus que Villarreal. Et encore que, c'est peut-être en ce moment Villarreal qui a gagné du côté de Sociedad, des côtés de Barcelone. Attention à eux aussi, avec Marcelino qui va essayer de nous la mettre à l'envers. Allez, je termine avec la dernière réponse et la dernière question. Vous l'avez répété, match après match, étape après étape, il y a Villarreal qui arrive. Ce succès à Clermont est une bonne dose de confiance supplémentaire. Comme je vous l'ai dit, confiance à bloc. Bien sûr, c'est une évidence. À chaque fois que je leur mets un examen, je leur dis juste, faites ça, montez une marge de plus. Ils y arrivent, ils sont heureux. Vous aurez vu le vestiaire là, comme je vous ai montré tout à l'heure la vidéo, ça chantait, ils étaient joyeux. Tout le monde est content, mais il faut continuer cette progression-là parce que tout n'est pas parfait. Je viens de vous le dire. Allez, on continue avec cette fois les réponses de Pape Gay. N'hésitez pas à réagir à tout ce que j'aborde là. Donnez-moi votre avis sur les réponses de Gasset, de l'article sur Klos, qu'est-ce que vous en pensez, et de tout ce que je vous ai parlé. Allez, Clermont 5-1. Le coach, je tiens à le remercier, souligne Gay. Découvrez les réactions d'après-match. Allez, je lis ça. Sorti du placard par Jean-Louis Gasset, à quelques mois de la fin de son contrat, le Sénégalais a tenu à remercier le nouvel entraîneur olympien qui lui a offert sa première titularisation de la saison. Pape, comment avez-vous vécu ce match, votre première titularisation de cette saison? Comme l'avait dit le coach, c'était un match piège car Clermont avait besoin de points. On devait tout faire pour remporter ce match, nous dit Pape Gay, qui n'était pas facile vu ses conditions. Mais on savait que si on mettait les ingrédients, on l'emporterait. On s'est fait peur sur l'égalisation clermontoise, mais on a su redresser la barre en marquant 4 autres buts. Maintenant, il faut garder l'humilité et continuer à travailler. Donc là, il ne nous a pas répondu directement pour son cas personnel. Derrière, il va répondre. L'OM vient de marquer 12 buts en 3 matchs. Comment expliquez-vous ce festival offensif? Le coach essaie de maintenir tout le monde, nous répond Pape Gay. Ceux qui débutent comme ceux qui entrent. Vous l'avez vu, Luis Enrique, Faris Moumbagna nous a apporté les 2 derniers buts. On va continuer à travailler. C'est bon pour la suite. Il y aura la Ligue Europa et la Ligue 1 où il faudra continuer à grappiller. Et la dernière, je pense, non, il reste encore 2 questions pour lui. Comment avez-vous vécu ces dernières semaines? Voilà, là, il lui pose la question personnelle. J'étais focalisé sur ce que je faisais. D'abord, je suis sorti blessé à la canne, puis je suis revenu au club. Il y a eu ce moment où j'ai été écarté du club. Il a été écarté, c'était pas que la blessure, donc pas bien. Mais j'ai continué à travailler et le coach a fait appel à moi. Je vais continuer à travailler, évidemment, je suis très heureux. En plus, on gagne ce match. Si on n'avait pas gagné, j'aurais été moins content. J'ai fait 60 minutes ce samedi soir. Au fil des matchs, je vais me sentir de mieux en mieux. Et là, on peut se dire que s'il est concerné autant, pourquoi pas il prolongerait à l'OM? Voilà, il est content de ce que lui propose le coach. Il a fait 1 heure de jeu là, une demi-heure contre Montpellier. Et derrière, on a une dernière réponse, les amis. On se doute que les prises de position de votre coach vous concernant vous ont fait beaucoup de bien, lui pose le journaliste comme question. Quand on est joueur de foot, on n'attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. Il est arrivé dans une position pas facile pour lui et il a su prendre des décisions fortes. Désormais, pourvu qu'on gagne les matchs, je vais continuer à travailler personnellement, mais le plus important, c'est le collectif. Je ne sais pas comment le penser, mais j'ai un ressenti, moi, dans les réponses qu'il donne là. Alors, je ne le vois pas parler, mais j'imagine la chose, il redonne la confiance au coach, il lui renvoie un petit peu, il le remercie. Là, il est de plus en plus content, il a du temps de jeu. Pourquoi pas d'ici la fin de saison, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Si vraiment il a beaucoup de temps de jeu, Pape Gay, à re-signer une prolongation. Voilà, si tout se goupille bien. Allez, j'espère que ça va bien se passer dans cette fin de saison et que comme ça, si vous voulez le vendre, eh ben on le vend. Si on le garde, on le garde. C'est pas le joueur le plus important, certes, mais c'est juste que ça m'énerve de perdre des joueurs comme ça. Voilà, c'est une valeur marchande qui vaut combien? 8, 10, 12, 15 millions d'euros. C'est bête de perdre autant d'argent. Voilà, à chaque fois, les Thauvin, les Camara, les ci, les là, ça fait un petit peu mal au cœur. Allez, la dernière réponse sur Faris Moumbagna qui a marqué le dernier but. Faris Moumbagna qui nous répond « Il y a des sourires parce qu'il y a victoire. Ça fait du bien au groupe d'encore gagner. » Surtout à l'extérieur, il faut rester dans cet esprit-là, en restant humble et en continuant à travailler. Une passe décisive et un but, ça fait du bien. Quand on a la chance d'entrer sur le terrain, on fait le maximum pour aider l'équipe. Rien n'a vraiment changé, les résultats viennent parce qu'on est concentré sur des petits détails. La concurrence est normale, chacun donne le meilleur de lui. Quand on commence ou qu'on entre, on doit faire le job sur le terrain pour toute l'équipe ou pour l'équipe.
Voilà, je vous lis pas l'entraîneur de Clermont, on s'en fout de lui. Voilà, il est conscient de la situation. Il a dit on a encore des armes pour essayer de se maintenir. Et voilà les amis, autre chose pour terminer, juste pour vous montrer la stat, le meilleur départ de l'ère marque courte de tous les coachs, et c'est Jean-Louis Gasset, 3 victoires. Vous avez tous les départs là, vous pouvez faire une pause et regarder, et vous avez même la petite stat qu'on a énumérée plusieurs fois, donné toute compétition confondue, Jacques Abordano n'a dirigé que 2 matchs, 3 victoires d'affilée pour commencer, ce n'était pas arrivé depuis Otto Gloria, entraîneur en 1962, l'OM était en division 2. Voilà, les notes, je vous les ai reliées tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout à l'heure. Et on va terminer, les amis, sur cela. Voilà. Voilà, en tout cas, une bonne dose de bonheur, une bonne dose de confiance pour l'équipe et pour nous aussi. Voilà, c'est très important qu'on soit confiant. Et une bonne dose d'envie. Parce qu'on en avait marre de ne pas avoir envie de voir notre Olympique de Marseille. Moi, franchement, avec le fin de temps de Marcelino et pendant un moment avec Gattuso, j'en avais plein les... Franchement, j'étais pas pressé de revoir mon OM. Là, je suis pressé. Je suis pressé d'être à jeudi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous, est-ce que vous êtes pressés, les amis? Voilà, on va terminer sur cela. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous aimez le contenu, le petit abonnement en dessous, c'est gratuit. Tu passes en dessous, là. Tu vois, tu cliques en dessous, c'est gratuit. Et n'hésite pas à me dire avec quoi tu cliques. Ton nez, ton oreille, ton zboob, comme je l'ai dit la dernière fois. Et mets ton like aussi. C'est très important. Le commentaire, voilà. Donne-moi ton avis sur le débrief et tout ce que tu veux. Les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée de dimanche. On va se reposer tranquillement. Vive le foot chez Savage Foot. Bonne fête à toutes les grand-mères. Et surtout, allez l'OM!